Je vous remercie. Je remercie le Salam de m'avoir invité. Euh, avant de commencer, je vais vous dire que je vais déclarer que j'ai pas de conflit d'intérêt avec les marques que je vais citer durant la présentation. Donc, on va parler de notre expérience en tant que laboratoire privé dans le diagnostic et le dépistage des maladies rares en utilisant la plateforme chromatographique. Quand on dit maladies rares, donc c'est des maladies qui mettent en jeu le pronostic vital, chroniquement invalidantes. Dans la plupart des cas, elles sont d'origine génétique et de faible prévalence. Cette prévalence est différente d'un pays à un autre, d'où des définitions différentes. Les maladies, quand on dit maladies rares, il y a maladies rares métaboliques et maladies rares non métaboliques. Qu'en est-il de l'Algérie? Donc il n'y a pas de statistiques, mais en raison de la consanguinité qui est importante, les mariages consanguins qui peuvent dépasser les 80% dans certaines régions, ce qui favorise forcément l'expression de gènes défectueux, ces maladies sont plus ou moins fréquentes, avec des conséquences, à savoir des séquelles irréversibles, sans parler du coût socio-économique. Comme exemple de maladies rares métaboliques, vous avez la phénylcétonurie, la maladie de Gaucher, la maladie de Wilson, etc. Et comme maladies rares non métaboliques, vous avez par exemple les tumeurs chromophiles telles que le FEO, la thalassémie, etc. Je vais un petit peu m'étayer sur les erreurs innées du métabolisme, à savoir les maladies rares métaboliques. Elles ont été décrites au début du XXe siècle. On leur a donné le nom de maladies moléculaires, puis on est revenu à erreur innée du métabolisme en 2001. Et en 2016, donc on est arrivé à 1300 troubles. Et actuellement, selon la classification internationale des erreurs innées du métabolisme, on est à 1450 troubles, répartis en 24 catégories. Chaque catégorie contient plusieurs groupes, d'où les 124 groupes. En fait, d'un point de vue mécanistique, c'est un défaut d'activité ou c'est une mutation d'un gène codant pour une enzyme, d'un cofacteur ou un transporteur, ce qui aura pour conséquence une accumulation du substrat, une activation de voies secondaires ou bien la diminution du produit. Sur le plan diagnostique, il y a une approche séquentielle traditionnelle qui se base toujours sur le phénotype, c'est-à-dire la clinique, puis vous avez des tests de routine, la glycémie, une chimie des urines, l'ammoniémie, le lactate, etc. Puis vous avez les tests de premier niveau, par exemple un dosage d'un acide aminé. Le deuxième niveau, c'est la confirmation par le dosage enzymatique ou bien la biologie moléculaire, jusqu'à l'achèvement du diagnostic. Un exemple type, vous avez la lucinose, comme test de routine, vous avez l'ammoniémie, une chimie des urines, pas d'acidose, un test au dinitrophénylhydrazine qui est positif. Les tests de première intention, c'est le dosage des acides aminés ramifiés. De deuxième intention, c'est le dosage de l'allo-isoleucine, qui est pathognomonique de cette pathologie, associé à un dosage enzymatique, et puis vous confirmez éventuellement par la biologie moléculaire. Cette biologie moléculaire qui a basculé, qui a perturbé, perturbé cette approche séquentielle, puisqu'on parle maintenant de l'ère génome exome first. Néanmoins, elle rencontre un certain nombre de difficultés liées à la présence notamment de variants de signification incertaine. L'approche idéale, à mon avis, c'est plutôt une synergie entre le génomique et le métabolomique, où la chromatographie occupe une place importante, primordiale, où chaque pic pourrait raconter une maladie ou une vie d'un enfant. Un petit historique sur la chromatographie. Elle a été inventée au début du XXe siècle. Au départ, c'était une séparation. L'intérêt, elle était utilisée pour la séparation des pigments végétaux. Le principe reste toujours le même. Vous avez votre soluté qui est entraînée par la phase mobile à travers la phase stationnaire. Puis vous avez un fractionnement de votre soluté, on parle d'élution, et puis vous avez un détecteur à la sortie de la colonne. Vous allez rencontrer plusieurs définitions, HPLC, UHPLC, UPLC, et là, lorsque vous passez de l'HPLC à l'UPLC,
vous augmentez en précision, en sensibilité, en rapidité et en écologie où on respecte plus l'environnement puisqu'on utilise de moins en moins de solvants, sachant que l'UPLC est une spécificité de la marque Waters. À la sortie de la colonne, vous avez différents types de détecteurs, l'UV, la fluorimétrie et l'électrochimie. L'UV qui est un détecteur qui est assez robuste pour les substances absorbantes, la fluorimétrie pour les substances qui sont fluorophores et l'électrochimie pour les substances qui sont électroactives, très utilisées également dans certaines formes pour les amines biogènes. La spectrométrie de masse qui reste le gold standard en matière de détection, très utilisée dans le diagnostic et le dépistage des erreurs innées du métabolisme. La spectrométrie de masse, le principe, c'est la séparation en fonction de la masse sur la charge, où on passe par une étape initiale qui est l'ionisation. Là, vous avez deux procédés d'ionisation, le SCI et la PCI. Le SCI qui est destiné à des substances polaires de haut poids moléculaire et la PCI qui est destinée à des substances de faible poids moléculaire apolaires telles que les stéroïdes par exemple. Vous pouvez recourir également à une spectrométrie de masse en tandem directement sans passer par une chromatographie, très utilisée dans le cadre du dépistage puisqu'elle est assez rapide. Néanmoins, elle est utilisée comme première intention, beaucoup d'interférences, contrairement à la LC double masse qui est beaucoup plus lente mais beaucoup plus, on va dire, spécifique puisqu'elle est utilisée en deuxième intention pour les confirmations. Vous allez me dire, il y a aussi la chromatographie gazeuse, couplée à la masse, qui garde son intérêt, même si elle est de moins en moins utilisée, dépassée par la LC double masse, mais elle garde son intérêt surtout pour les aciduries organiques, dans le diagnostic différentiel. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre expérience en tant que laboratoire privé, dans le diagnostic et le dépistage des maladies rares. Donc fin 2019, donc nous avons pris l'initiative pour un goût de défi technique associé à une petite folie financière, à commencer le diagnostic d'une maladie rare, fréquente, métabolique, qui est la phénylcétonurie. Ce fut un départ difficile parce qu'il a été fait en pleine tempête de Covid. Donc il y avait peu de personnel, peu de disponibilité et un manque de perspective sur l'avenir. Néanmoins, ceci a été accompagné de nombreuses publications à l'échelle internationale qui nous ont encouragés à continuer dans ce chemin. Par la suite, nous avons voulu nous aligner aux standards internationaux en améliorant la qualité de nos résultats, la spécificité, la rapidité et élargir le panel de notre panel dans le cadre du diagnostic des maladies rares, et ceci via l'acquisition d'un système chromatographique, à savoir une UHPLC. Là, vous avez un exemple de l'intérêt de l'utilisation de la chromatographie par rapport à la fluorimétrie utilisée initialement, notamment dans l'élimination des interférences. Vous voyez ici l'effet des bêta-lactamines qui pourrait surestimer la concentration de la phénylalanine lorsque vous utilisez la fluorescence. Cette plateforme chromatographique nous a permis d'améliorer notre sélectivité, puisque je vous ai dit elle éliminait les interférences, notre sensibilité puisqu'on pouvait ajuster les volumes d'injection et baisser notre capacité de détection, surtout dans le cadre de la surveillance des patients. Cette plateforme nous a permis d'améliorer notre quantification qui est devenue beaucoup plus précise, notre rapidité d'analyse, et nous avons associé un acide aminé qui est important dans la surveillance et le diagnostic des patients phénylcétonuriques, à savoir la tyrosine. Bien sûr, c'était difficile puisque on n'avait pas de certification évidée, il fallait valider notre technique. Donc il fallait passer par des logigrammes, notamment celle de la SFTP. On commence toujours par la suitabilité, l'analyse de la précision, le rendement, etc. L'ajout de la tyrosine, par exemple, nous a permis de diminuer les faux positifs et les faux négatifs dans notre
diagnostic et parfois dans notre dépistage, en augmentant les valeurs prédictives négatives et positives. Il faut savoir que cette plateforme n'a pas été utilisée que pour la phénylcétonurie, mais également pour d'autres maladies rares, métaboliques telles que l'hyperhomocystéinémie, mais également le dosage du Q10, mais aussi pour d'autres maladies rares non métaboliques, à savoir le phéochromocytome où on dose actuellement les méthanéphrines sanguines et urinaires, les catécholamines, les VMA et les HVA donc pour le neuroblastome, les 5-HIA pour les tumeurs chromafines, et on fait également le dépistage des thalassémies en association avec l'électrophorèse capillaire. Là, vous avez un workflow typique du dosage des méthanéphrines où on fait une préconcentration, un pré-traitement, pré-injection et puis une injection. Bien sûr, il fallait investir sur les 3 types de détecteurs, à savoir le FLD, l'UV et l'électrochimie. Nos statistiques entre 2022 et 2024 sont encourageantes puisque nous avons constaté une augmentation des prescriptions aussi bien dans le cadre du diagnostic que du dépistage. Ceci reflète un intérêt et une confiance accordée par les cliniciens et par les patients vis-à-vis de notre laboratoire. Nous avons constaté également une diminution de l'âge des patients qui étaient diagnostiqués positifs, puisqu'on est passé en 2020 de 9 ans à 1 an en 2024, et là on est à peu près à 6 mois, ce qui reflète un intérêt de plus en plus important vers un dépistage, et vers l'installation du dépistage, d'où l'acquisition récente du système QSight Revity. C'est une UHPLC double masse qu'on va utiliser initialement dans le cadre du dépistage sur DBS. Pourquoi le DBS, c'est-à-dire le papier-buvard? Pour élargir d'abord notre champ d'action, puisque c'est un prélèvement qui est assez stable, sensible uniquement un petit peu à l'humidité, et puis le prélèvement est non invasif, et puis vous avez un accès rapide à ce papier buvard. Donc c'est une UHPLC double masse en mode MRM, donc on va utiliser donc le mode MRM, donc vous le connaissez, donc il y a 3 types d'étapes donc on va utiliser 3 types d'étapes. Néanmoins, ce qui est important par rapport à notre appareil, c'est que il y aura en même temps une détection en mode, une ionisation en mode ESCI et en mode APCI. Je vous ai dit tout à l'heure, ESCI, substance polaire et substance apolaire. Ceci va nous permettre d'élargir notre panel de tests. Donc, on va plus faire que la phénylalanine, la tyrosine dans le cadre des acides aminés, mais on va élargir notre panel vers d'autres acides aminés. On va ajouter par exemple la succinylacétone qui sera importante dans la confirmation de la tyrosinémie, les nucléosides, les isophospholipide et les acylcarnitine dans le cadre des aciduries organiques. Le workflow est typique, donc vous avez une étape de pré-traitement où vous allez extraire vos analytes de votre papier buvard et puis vous le faites passer sur votre appareil. Bien sûr, il a fallu associer ce travail à une formation certifiante en matière de préparation, d'optimisation, d'interprétation et de qualification de notre système afin d'assurer une pérennité, une fiabilité des résultats. Si vous disposez pas du QSight, vous pouvez utiliser un autre système. Néanmoins, vous devez passer par une étape de validation, chose qui n'est pas aussi aisée que ça. À partir de ces données, on pourrait par la suite, on va selon le profil qu'on aura, donc on va dépister un certain nombre de maladies métaboliques. Après dépistage, donc il faut passer par une confirmation, et là, le prélèvement veineux garde tout son intérêt. Par exemple, dans le cadre des acides aminés, la chromatographie
avec une la chromatographie avec une dérivation post-colonne à la linhydrine garde tout son intérêt pour la confirmation du diagnostic. En effet, par exemple, vous savez très bien que le DPS sous-estime un petit peu la phénylalanine et surestime également la tyrosine dans le cadre de la phénylcétonurie. Nos perspectives, donc je vais terminer avec nos perspectives. Donc bientôt nous allons essayer également d'élargir notre panel dans le cadre du diagnostic de la phénylcétonurie via le profilage BH4. C'est-à-dire, comme vous le savez, lorsqu'on a un défaut d'activité de la phénylalanine hydroxylase, cela pourrait être dû également à un défaut de la synthèse et la régénération du cofacteur, à savoir la THP. Là, vous devez passer par un profilage pour détecter l'enzyme déficitaire. Le prélèvement se fera sur urine en raison des propriétés physico-chimiques de ces ptérines et on va faire l'analyse en double masse associée à la fluorescence. Nous avons également pour objectif d'analyser bientôt les 5-HIA et les HVA au niveau du liquide céphalorachidien qui sont des marqueurs des perturbations neurochimiques liées à la phénylcétonurie. Et on va le faire par chromatographie couplée à l'ECT, bien sûr après concentration. Nous allons également, grâce à Revity, élargir notre panel dans le dépistage via le kit NeoLSD MSMS, et ceci dans le cadre du dépistage et du dépistage des maladies de surcharge. Bien sûr, nous allons passer par une confirmation, si on a un résultat positif, par un dosage enzymatique, mais aussi par l'NGS, grâce à un panel également que nous avons développé avec la société Thermo Fisher qui est propre à notre laboratoire. En conclusion, donc cette présentation a retracé l'évolution du diagnostic et du dépistage des maladies rares. Donc on est passé de la simple fluorimétrie en passant par l'UHPLC avec les différents types de détecteurs à l'LC double masse sur prélèvement veineux et artériel. Notre expérience a montré un impact concret au niveau local, puisqu'il y avait plus d'intérêt vers un diagnostic, vers un dépistage. L'âge du diagnostic a été sensiblement réduit, puisqu'on est passé pour le cas de la phénylcétonurie de 9 ans en 2020 à 1 an en 2024, sans parler de l'amélioration de la spécificité. Notre expérience a eu un impact également sur nous, en tant que biologistes, parce que ça nous a poussé à nous former en matière de validation méthodologique et à monter en compétences grâce à des formations certifiantes. Et je vous remercie. Je fais un petit peu d'autopromotion par rapport à notre journée de la ASA-BGM qui va se dérouler le 31 et le 1er novembre à Sétif. Donc il y aura des sommités. Je vous annonce la présence du docteur Westgard, mais également du professeur Anwar, qui est le président de la société saoudienne de chimie clinique. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation.